Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui puis de présenter un peu mes résultats de recherche. Donc, comme Pierre-Luc le mentionnait, je suis moi-même un gradué de l'Université Laval, en fait en partie mon doctorat à l'Université Laval. Donc, c'est un plaisir de pouvoir revenir, même si virtuellement, pour présenter ce sur quoi je travaille. Euh, c'est aussi un plaisir de le présenter à l'IID, qui ça fait justement quelques années que je suis de manière un peu plus peut-être distante, mais quand même sur les travaux qui sortent de l'IID. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir aujourd'hui avoir la chance d'y présenter mes résultats de recherche. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est un projet de recherche que j'ai mené conjointement avec un collègue à moi lorsque j'étais au doctorat qui s'appelle Kevin Calamini, hein. Un projet qui s'intitule Ruling Through Technology, Politicizing Blockchain Services. Puis, principalement, ce que je vais essayer de vous démontrer, de vous présenter aujourd'hui, c'est comment différents types de blockchain ou de services de blockchain, comme je vais en parler dans un instant, euh, viennent à mettre de l'avant différents projets politiques. Puis plus spécifiquement, en fait, plus que de mettre de l'avant, un peu notre argument, c'est de dire que au fil du développement de ces technologies-là, bien, il y a différents, justement, objectifs politiques et sociaux qui sont imbriqués, puis qui vont amener à différents modèles technologiques, donc différentes chaînes de blocs, et qui vont venir contrôler, en fait, et réglementer comme tel le comportement des acteurs qui utilisent ces technologies. Le point de départ un peu de ce projet de recherche-là, c'était cet intérêt, en fait, qu'on observait chez plusieurs acteurs de vouloir davantage utiliser la chaîne de blocs dans d'autres domaines que les monnaies virtuelles, élargir leur utilisation. Et à travers ce phénomène-là aussi, il y avait une certaine forme, ce que j'appellerais de neutralisation de la technologie, en disant, bon, vous avez les premiers projets, Bitcoin, crypto-monnaie et autres, mais il y a quelque chose d'autre qu'on peut en faire qui peut être dissocié en fait du projet qui serait politique du projet politique qui était présenté au sein de Bitcoin et des premières monnaies virtuelles. Ici, vous avez une citation de Mark Carney, que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui, à l'époque de ce discours, était directeur de la Banque centrale anglaise et pendant plusieurs années a été directeur de la Banque centrale canadienne et encore un acteur important des marchés financiers mondiaux, où j'entrerai pas dans le détail de sa critique, mais dans le fond, fait cette distinction entre les crypto-assets et la technologie. Le fait en ayant un regard assez critique envers les crypto-assets, donc il ne veut pas les appeler monnaie, il les appelle des actifs, donc c'est des actifs pour lui spéculatifs. Pour tout un ensemble de raisons, on dit qu'ils ne peuvent pas remplir le rôle de réservoir de valeur, ne peuvent pas remplir le rôle de vraiment d'outils de transaction, etc. Et donc, on a une tendance à vouloir les rejeter, mais en même temps, donc, crypto assets, la technologie comme telle, elle, peut avoir un impact, un côté qui est intéressant. Puis, c'est à travers cet élément-là, donc je dis qu'il y a aussi un processus un peu de neutralisation. Il dit, ah, ça vient, c'est un élément qui est disturbateur pour le système actuel mondial, mais la technologie, elle, c'est différent. On peut l'utiliser à d'autres fins. Puis, je pense que juste pour commencer, je pense que c'est important de souligner que lorsque ça a été introduit, les chaînes de blocs, les blockchains, ça a été premièrement avec Bitcoin. Puis, lorsque ça a été introduit, c'était même pas nommé comme tel. C'était vraiment les deux étaient imbriqués l'un dans l'autre. La présentation de Bitcoin, c'était la présentation de la première chaîne de blocs. On n'aimait pas ce qu'était une chaîne de blocs, mais c'est ce qu'on construisait. Puis ici, ce qu'on voit, c'est cet effort de séparation des deux. Donc, c'est un peu ça qui nous intéressait. Puis, juste pour continuer un peu dans l'introduction quand même, c'est quelque chose qui continue jusqu'à maintenant. Donc là, c'est un article, j'ai juste mis le titre, mais du New York Times au début de l'été. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même petit, mais le 16 juin dernier. Donc, quelqu'un qui publiait dans le New York Times, oui, alors qu'il y a une chute de la valeur des monnaies virtuelles à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, sont plus basses que leur sommet par le passé. Ben, il venait de dire, oui, ça va peut-être disparaître les monnaies virtuelles ou on ne sait pas, mais peut-être que c'est en train de cracher. Mais c'est pas grave, la blockchain, la chaîne de blocs, c'est ça qui est important, c'est la vraie innovation. Puis ça a potentiellement le potentiel d'être aussi transformateur que l'Internet lui-même. Euh, à ce stade-ci, je voulais quand même prendre un moment juste pour clarifier peut-être qu'est-ce que c'est une chaîne de blocs. Je me suis dit que peut-être que les membres courants de l'IID sont bien au courant de ce que c'est, peut-être que d'autres le seront moins. Donc, juste un instant, une chaîne de blocs, c'est principalement une base de données de transactions, en fait. C'est à la base, donc je reprends l'exemple de Bitcoin, c'est une manière de prendre en note comment des transactions monétaires, donc comment une certaine quantité de monnaie peut être transitée d'une personne A à une personne B.
et va être sauvegardé en ligne. Ensuite, le point important, c'est que ces données, cette base de données-là va être vérifiée et sécurisée en bloc, d'où le titre, une chaîne de blocs. Donc, ce n'est pas une transaction à la fois qui est validée, mais bien, on va prendre plusieurs transactions, donc ça peut varier selon la chaîne de blocs en question. On va les regrouper ensemble, donc potentiellement, il peut y avoir, moi, je peux faire une transaction à une autre personne, on en prend 1000 qui viennent qui viennent se regrouper tout ensemble, et c'est ce bloc-là qui va être validé et sécurisé, et qui va être ajouté de manière justement enchaînée, où un bloc s'ajoute un à la suite de l'autre, et c'est important de souligner que c'est justement au fur et à mesure que ces blocs s'ajoutent que la sécurité aussi se crée, parce que si on veut changer un bloc, il faut absolument changer tous les blocs qui vont l'avoir suivi. Donc, pour changer une transaction qui serait, par exemple, dans le premier bloc de la chaîne qui constitue Bitcoin, bien, il faudrait changer tous les blocs qui suivent, ce qui demanderait énormément d'énergie, puis ce qui vient apporter un peu la sécurité à l'entièreté du projet. Troisièmement, et important, c'est donc une base de données de transactions entre individus qui est sécurisée par bloc et qui est confirmée par une communauté d'acteurs. Je vais revenir sur ce point au fil de ma présentation. Souvent, c'est présenté comme une communauté qui se veut décentralisée, à l'opposé des systèmes traditionnels où, lorsqu'on parle d'une base de données, ben, par exemple, d'une base de données de transactions financières, ben, il y aurait des banques qui seraient les acteurs centraux qui viendraient confirmer qu'il y a eu une transaction entre Guillaume et Pierre-Luc, par exemple, ou entre d'autres personnes. Ici, dans ce cas-ci, c'est une communauté d'acteurs qui vient faire ces transactions et qui peut impliquer notamment les acteurs qui font les transactions eux-mêmes. La raison pourquoi on les appelle mineurs, je vais justement y revenir un peu plus tard dans ma présentation, mais c'est un peu avec l'idée que ça se lie avec le processus de validation en fait, des données, où c'est des gens qui utilisent l'ordinateur pour résoudre des problèmes complexes. Donc là, ici, on utilise notre ordinateur pour faire une recherche, pour résoudre un problème, un peu comme les mineurs font une recherche pour trouver de l'or. Et lorsque l'ordinateur trouve finalement la solution, il y a une récompense, donc comme le mineur qui trouverait une pépite d'or dans une mine. Donc, très brièvement, c'était simplement pour dire un peu dans des mots moins complexes qu'est-ce que c'est supposé être une chaîne de blocs. Et ça peut être utilisé justement pour plusieurs autres objectifs qu'échanger de la monnaie. Donc, plusieurs exemples ont été nommés dans les dernières années. Ça peut être pour des chaînes d'approvisionnement. Donc, en fait, je vais donner plusieurs exemples, mais ce qui est à souligner, en fait, c'est que ça peut être utilisé pour colliger et valider des transactions d'informations qui ont de la valeur. Donc, des informations qui ont de la valeur, il y en existe plein. Donc, par exemple, pour une chaîne d'approvisionnement, comment est-ce que les éléments qui font cette chaîne d'approvisionnement pour le café ou le chocolat ont une valeur qui peut être significative pour les compagnies qui sont impliquées et peuvent ensuite justement permettre, ce qui est souvent mis de l'avant, c'est que ça pourrait permettre une plus grande traçabilité. Donc, au lieu d'être, par exemple, une grande compagnie qui confirmerait de manière hiérarchique ou top-down. Donc, c'est comme ça. C'est ici que j'ai pris mes ressources et je les ai envoyées là-bas. Ça a été ensuite transformé, etc., etc. Mais c'est tous les acteurs au sein de la chaîne de production qui viendraient ajouter leur information au fur et à mesure au sein de cette chaîne de blocs qui viendraient s'ajouter de la même manière selon une forme en bloc et qui viennent s'ajouter sur une chaîne comme des transactions financières. Autre exemple dont on entend souvent, ça serait avec les contrats intelligents. On vient combiner un contrat intelligent ici, veut dire surtout contrat automatisé, où lorsqu'on aurait un algorithme qui opère une certaine action lorsque certaines conditions sont remplies. Donc, par exemple, on parle souvent de services d'assurance, mais on pourrait avoir, s'il n'y a pas eu de pluie s'il n'y a pas eu de pluie pendant 30 jours, bien, automatiquement, on enverrait des bénéfices aux fermiers qui sont assurés avec telle compagnie et ce transfert se ferait au sein d'une blockchain. Autre exemple, peut-être un peu plus extrême et qui se retrouve aussi dans la littérature, c'est ce genre de contrat intelligent peut être aussi utilisé pour l'accessibilité au logement. En fait, l'accessibilité, c'est peut-être le mauvais terme, mais plutôt ce serait l'accès à son logement ou, par exemple, le contrat, le bail qu'on signe avec notre propriétaire. Si dans le fond, si on aurait uniquement accès à notre logement, si finalement on paye réellement notre loyer à notre propriétaire via la blockchain, et en cas de non-paiement, bien, automatiquement, l'accès à notre logement pourrait être bloqué. Donc, c'est le contrat qui se paierait avec les transactions qui se feraient sur la blockchain. Donc, ça, c'est un exemple un peu plus extrême, mais qui est parfois présenté aussi dans la littérature. Ça peut être utilisé aussi pour le transfert de documents certifiés, donc des certifications, des diplômes. Par exemple, dans mon cas, lorsque j'ai voulu appliquer à plusieurs endroits, il faut envoyer des documents qui doivent être notariés et autres. Au lieu d'avoir justement
un notaire qui viendrait certifier la documentation, mais ça serait au sein d'une chaîne de blocs que se trouve l'information qui se transférerait. Dernier exemple rapidement que je peux vous donner, mais dont on entend maintenant de plus en plus parler, ce sont les fameux non-fungible tokens. Ici, ça représente en fait des titres de possession. Donc, sur une chaîne de blocs, qui est indiqué qui possède telle pièce d'art numérique, une carte de sport ou une vidéo de sport. Donc, il y a l'exemple avec LeBron James qui a vendu un clip d'un de ses dunks au sein de l'NBA. Donc, quelqu'un a acheté ça, c'est indiqué au sein d'une blockchain. Et s'il y a une passation de la propriété, mais ça va être indiqué au sein de cette chaîne de blocs. Et c'est pas juste toutes des hypothèses. Donc, il y a effectivement des grandes compagnies qui sont de plus en plus intéressées à utiliser la chaîne de blocs. Elles ne sont pas toutes rendues nécessairement au même niveau, mais ici, c'est un seul exemple. Donc, Nestlé, par exemple, qui indique qu'il est en train d'utiliser la chaîne de blocs pour justement la traçabilité d'une de ses marques de café. Donc, comme je disais, c'est donc des fermiers qui peuvent collecter, qui vont faire leur récolte, qui vont ajouter un certain nombre d'informations qui vont être ensuite transférées aux transformateurs qui vont, eux, vérifier. Ensuite, passer l'information en plus haut de la chaîne jusqu'à temps qu'elle se retrouve, jusqu'à temps que les consommateurs puissent, par exemple, en scannant à l'épicerie, puissent scanner le produit et avoir toute la traçabilité du produit. Il y a à ce moment-là quand même un intermédiaire, je reviendrai justement sur ce point, entre ce que Nestlé veut nous donner comme information qui vient de cette chaîne de blocs jusqu'au public. Mais c'est là où ça amène, selon moi, un certain paradoxe ou une certaine question, c'est qu'on a cet intérêt par plusieurs grandes compagnies, des acteurs, dans le fond, qu'on pourrait appeler centrales à l'économie mondiale, qui veulent de plus en plus utiliser la chaîne de blocs. Ça revient un peu avec l'élément de neutralisation dont je parlais au début. Ils disent on veut utiliser cette technologie-là, mais fondamentalement, originellement, cette technologie-là voulait surtout les contourner, en fait. Voulait avoir un système qui n'utiliserait pas les banques centrales, qui n'utiliserait pas les banques commerciales. Donc, c'était surtout dans le monde monétaire, mais là, on voit dans d'autres utilisations des compagnies comme Nestlé qui vont vouloir utiliser ces technologies. Là, j'ai mis deux citations. Donc, Satoshi Nakamoto, c'est la personne ou le groupe, on ne sait pas l'identité, qui a créé Bitcoin, qui, en présentant ce qui est Bitcoin, souligne effectivement que c'est pour contourner le rôle des tierces parties qui servent à garantir la fiabilité d'un système et veut plutôt se baser sur la communauté d'acteurs décentralisés. Et le deuxième message, c'est le message qui était sauvegardé en même temps que le premier bloc de la chaîne de blocs Bitcoin a été créé, qui venait un peu critiquer le sauvetage. Donc, c'est en 2009, donc ça suivait la crise financière de 2008, qui venait critiquer le sauvetage financier des banques commerciales. Donc, il y avait un peu toute cette idéologie qui était liée avec la création de cette technologie. Ça devient un peu questionnant comment des acteurs qui veulent généralement rester au centre de tout leur écosystème, pourquoi est-ce qu'ils seraient intéressés à utiliser la chaîne de blocs. Puis, notre argument, en fait, c'est que les technologies, c'est pas des objets qui sont neutres, c'est des objets qui viennent imbriquer un certain nombre de valeurs et de choix politiques qui sont faits au moment de leur construction et de leur utilisation. Ici, je mets une citation de Bruno Latour qui vient, c'est surtout pour un peu me situer dans le champ de recherche, donc le champ de recherche l'étude sociopolitique des technologies, puis il vient justement souligner que les technologies, c'est la société rendue durable ou stable, je ne suis pas sûr du bon mot pour le traduire, mais donc c'est l'idée qu'en fait, lorsqu'on crée une technologie, on fait vraiment une imbrication de certaines idées avec certaines préférences en termes politiques et des choix techniques. C'est l'imbrication des deux qui crée une technologie qui rend son utilité puis comment elle va fonctionner. Les chaînes de blocs, dans ce que je vais essayer de vous présenter dans ce qui va suivre, ça vient stabiliser des relations de pouvoir en fait entre différents acteurs qui viennent construire et utiliser ces chaînes de blocs. Puis pour reprendre une définition un peu traditionnelle de la science politique, en science politique, une des définitions traditionnelles qu'on peut trouver de ce champ d'études, c'est le champ d'études qui s'intéresse à who gets what and how, donc qui obtient quoi et comment. Donc ici, ça va à une étape un peu plus, je dirais, avant. Donc la question, c'est qui peut faire quoi et comment. Et donc, la détermination, la création de la chaîne de blocs vient justement essayer de déterminer ses rôles au sein de l'écosystème et donc, à la fin de la journée, qui pourra obtenir quoi, de quelle manière.
Et justement, donc, quand ces grandes compagnies-là reprennent la chaîne de blocs, ils font plus que juste la reprendre. Ils l'adaptent, ils la modèlent, ils imbriquent leurs préférences, leurs idées, leurs intérêts, puis ça donne en fait en réalité des technologies qui sont différentes. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans les minutes qui me restent. Pour vous le démontrer, je vais regarder plus spécifiquement, donc on parle de chaîne de blocs, mais je vais regarder plus spécifiquement l'écosystème ce qu'on appellerait des services de chaîne de blocs. Qu'est-ce que c'est, ça, les services de chaîne de blocs? Ça se construit dans l'univers des cloud as a service, les services info-nuagiques, au fond. C'est tous les services qui se développent par des grandes, vous voyez ici les noms, les principaux acteurs de cet écosystème-là. Toutes les grandes compagnies informatiques, au fond, qui offrent des services intégrés aux compagnies qui peuvent vouloir développer des technologies pour, résoudre certains problèmes ou pour faire certaines activités au quotidien. Donc, par exemple, une compagnie qui voudrait avoir un certain site de vente en ligne ou un autre service, au lieu de développer toute l'infrastructure physique sur place, donc acheter les ordinateurs, les serveurs, payer les informaticiens et autres, peut acheter ce service de manière intégrée de Amazon Web Services, Microsoft et autres. Donc, eux ont les ordinateurs, les serveurs et via l'Internet, en fait, offrent ce service de manière intégrée. Maintenant, à ce jour, ces compagnies se sont aussi lancées dans la vente de services de blockchain, donc qui créent la chaîne de blocs pour les potentielles compagnies qui voudraient en avoir une. Et elles le vendent un peu de la même manière que ce service d'info nuagique. Donc, ils vont la développer, ils vont parler avec le client, potentiellement Nestlé. Dans le cas de Nestlé, justement, fait affaire avec Amazon Web Services, ils vont lui créer sa chaîne de blocs, vont la rendre opérationnelle et ensuite, Nestlé va pouvoir l'utiliser avec ses partenaires. Lorsque ces services-là sont créés, et ça va être comme le cœur de ma présentation, lorsqu'ils créent ces blockchains-là, il y a 6 caractéristiques clés selon moi et mon co-auteur sur où se rencontrent en fait les choix techniques et les choix politiques en fait sur ce que devrait être une chaîne de blocs et quel rôle devrait-elle jouer. Ces 6-là sont le contrôle d'accès, donc comment les gens vont pouvoir accéder à cette chaîne de blocs-là, qui va pouvoir y accéder, l'utiliser. L'identification des acteurs, donc les gens qui se joignent à la chaîne de blocs et qui l'utilisent, qui va pouvoir savoir qui sont-ils, les identifier. Comment des revenus vont être générés à travers cette chaîne de blocs-là pour payer les gens qui l'utilisent et qui la font vivre. Le système de prise de décision, donc ce qui est lié avec le processus de validation et de sécurité. Donc, comment est-ce que les transactions vont être confirmées sur la chaîne de blocs et sauvegardées. Le processus de sauvegarde ou stockage de données, donc de quelle manière, donc oui, c'est une chaîne de blocs, les blocs se suivent l'un à la suite des autres, mais où est-ce que cette chaîne-là va être sauvegardée et sous quelle forme exactement vont-ils être associés les uns aux autres? Et finalement, la compatibilité avec le reste de l'écosystème numérique, si vous voulez. Donc, cette chaîne de blocs-là, comment est-ce qu'elle va s'imbriquer, comment est-ce qu'elle va pouvoir fonctionner avec d'autres plateformes en ligne ou avec potentiellement avec d'autres chaînes de blocs. Je vais vous montrer un peu comment deux chaînes de blocs ont fait des choix qui sont différents pour ces 6 critères-là dans ce qui va suivre. Les deux que je vais présenter un à la suite simultanément, c'est Ethereum et Amazon Blockchain Services. Juste rapidement, pourquoi ces deux choix-là? Premièrement, Ethereum, pour ceux qui suivent un peu l'écosystème, c'est aussi une monnaie virtuelle. Comme monnaie virtuelle, c'est celle qui est dont la valeur est la deuxième plus grande après Bitcoin. C'est aussi une chaîne de blocs qui a été créée en fait pour étendre davantage l'utilisation de la chaîne de blocs à l'extérieur de Bitcoin, mais en venant aussi de la communauté que j'appellerais plus crypto, celle qui est à l'origine en fait originellement à la création de cette technologie, hein, donc qui représente un peu plus les idéaux de cette communauté. Hein. Et Amazon Blockchain Services, pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'ils sont extrêmement centraux dans l'écosystème des services cloud, donc info-nuagiques. Hein. Et donc, il y avait un peu une présomption que leur rôle risque d'être aussi important dans cet écosystème-là parce que plusieurs acteurs risquent par exemple, Nestlé utilise probablement déjà les services de cloud de Amazon Web Services et fait donc
une pierre de coups va continuer à faire affaire avec eux pour des services de chaîne de blocs. Et aussi, parce qu'après avoir quand même fait une analyse un peu préliminaire de différents services qui existaient, ça se représente quand même comme étant un peu l'exemple un peu plus, pas nécessairement extrême, mais le plus clair d'un exemple de ce que certains acteurs, de grandes compagnies peuvent vouloir atteindre comme objectif au sein d'une chaîne de blocs. Donc, l'idée est un peu de présenter deux idéal types. L'exemple le plus originel, traditionnel avec Ethereum, puis un peu la transformation qui se fait avec des grandes compagnies privées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu en revue les six caractéristiques que je vous ai présentées, puis vous montrer comment ça fonctionne différemment pour les deux et comment ça représente différents objectifs, encore une fois, un peu plus sociopolitiques. Donc, premièrement, le contrôle d'accès. Ethereum, ça se veut une chaîne de blocs qu'on appelle publique sans permission. En anglais, on dit permissionless. Donc, techniquement, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde pourrait joindre la plateforme. On peut devenir des validateurs. Je vais revenir un peu dans un instant sur le processus justement de confirmation là, pour rendre ça peut-être un peu plus clair, mais tout le monde pourrait jouer ce rôle-là, tout le monde peut l'utiliser. Ethereum s'offre en fait pour être une plateforme sur laquelle d'autres peuvent construire leurs services. Donc, vous avez plusieurs projets qui ont été développés en utilisant Ethereum, par exemple un navigateur web qui se veut, par exemple, respecter davantage la vie privée et au sein duquel il y a un échange d'informations entre les utilisateurs et le navigateur et qui se fait sur une blockchain Ethereum. Bon, je n'entrerai pas nécessairement dans le détail comment cette plateforme-là fonctionne, mais donc l'idée, c'est que ça se veut public. Je vais quand même souligner ici que ça se veut public, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même des barrières à l'entrée. C'est pas nécessairement tout le monde qui est capable d'utiliser Ethereum. Il peut y avoir des limites en termes de compétences personnelles. Moi-même, je vous ai pouvoir passer quand même du temps à aller à essayer de comprendre les chaînes de blocs. Je ne suis pas sûr que demain, je serais capable de devenir, je serais capable d'utiliser comme tel cette technologie-là. Je pense qu'il y a quand même des mécanismes qui peuvent être assez simples, qui peuvent se trouver en ligne pour le faire rouler, pour faire fonctionner une chaîne, mais quand même, c'est une barrière qui existe. L'autre aussi, c'est juste des limites matérielles. Il faut quand même des bons ordinateurs, un accès à Internet, une quantité d'énergie importante et autres. Donc, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on dit oui, c'est public, c'est ouvert sur le monde, mais ce n'est pas tous les acteurs sur la planète qui ont également accès à cette plateforme. Mais à l'inverse, c'est là, AWS, dans le fond, ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'on appelle maintenant une chaîne de blocs privée ou avec permission. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut s'y joindre. Si je prends l'exemple justement de la chaîne de blocs pour Nestlé, dont j'ai mentionné en introduction, ben, vous, comme moi, on ne peut pas aller se joindre à cette chaîne de blocs-là. C'est les parties, en fait, à la chaîne de production, à la chaîne d'approvisionnement de Nestlé, qui peuvent contribuer à ajouter de l'information, valider cette information au sein de cette plateforme-là. Donc, ce qu'on a un peu, c'est une opposition d'un système qui se veut, à tout le moins techniquement ouvert, un système qui se veut fermé. Deuxième élément, l'identification des acteurs. Ethereum, ça fonctionne avec une chaîne de blocs avec pseudonyme. Donc, il faut rappeler justement en termes d'objectifs, comme je le mentionnais, que les chaînes de blocs, lorsque ça a été créé, oui, ça voulait contourner les acteurs traditionnels. En même temps, leurs objectifs aussi, c'était, de leur point de vue, de leurs propres mots, qui voulaient protéger la vie privée des gens. Donc, ils ne voulaient pas nécessairement que l'information de toutes les transactions qui sont faites entre différentes parties soit possédée entre les mains de grandes banques ou du gouvernement, donc qui sont dans les deux cas très sceptiques du rôle du gouvernement des grandes banques. Donc, ils voulaient un système qui respecte, selon eux, davantage, entre guillemets, un peu la vie privée. Mais en même temps, pour la sécurité, c'est important que tout le monde puisse savoir ce qui se passe sur la plateforme et qu'il puisse surveiller, en fait, l'ensemble des transactions. Donc, pour résoudre un peu ce paradoxe entre il faut que tout le monde puisse voir ce qui se passe sur la plateforme et on veut que les gens, que la vie privée des gens soit respectée, il fonctionne avec un système de pseudonymes. Donc, on a des clés privées et clés publiques. Donc, la clé privée, si vous utilisez un Ethereum, que vous avez un portefeuille de monnaie virtuelle ou vous avez une clé privée qui vous permet d'y accéder, de voir ce que vous possédez. Vous êtes la seule personne à avoir cette clé-là. Et la clé publique, c'est ce que les autres vont voir, qui n'est pas pareil, et qui vient donc créer une forme de pseudonymat
qui empêche les autres de savoir votre identité. Il faut dire justement que ce n'est pas anonyme, donc potentiellement, et justement, il y a des compagnies qui se sont développées qui permettent de retracer uniquement avec les clés publiques les actions qui sont faites au fil du temps, qui permettent de retracer qui sont derrière les transactions. Donc, c'est possible, mais ça se veut quand même caché. AWS, c'est une chaîne de blocs avec identification vérifiée, donc ça se lie avec l'idée que c'est une chaîne de blocs qui est fermée. Donc, pour la joindre, il faut que le créateur de la chaîne de blocs et les acteurs qui sont déjà présents vous acceptent. Donc, ils vont savoir vous êtes qui, ils vont connaître votre identité. Techniquement, vraiment dans le détail, comment c'est fait, le créateur originel peut faire en sorte que lui sache l'identité de tout le monde qui participe à sa blockchain, mais pas nécessairement tous les gens qui y sont à l'intérieur. Donc, quelqu'un peut, par exemple, faire partie de la chaîne de blocs, mais pas savoir l'identité de toutes les autres. Donc, exemple, on crée Nestlé, par exemple, ça va savoir tous les membres de sa chaîne de production, mais peut-être que le fermier ne sait pas exactement qui sont les transformateurs dans la chaîne. Et ça, justement, ce qui est quand même fascinant, je trouve, c'est que, justement, AWS, ici, c'est un document qui est promotionnel, expliquant leur utilisation. Vous pouvez juste regarder le deuxième paragraphe de chacune des colonnes, vient un peu opposer, bon, qu'est-ce que c'est Ethereum, qu'est-ce que c'est le Hyperledger Fabric. Le Hyperledger Fabric, vraiment brièvement, mais c'est un exemple de type de chaîne de blocs qui peut fonctionner sur le service offert par AWS. Puis il vient en fait dire que la chaîne de blocs proposée par AWS atteint un niveau de respect de la vie privée qui est plus élevé que Ethereum parce que justement, c'est un système qui est privé, l'identité est contrôlée, puis les gens ne peuvent pas nécessairement savoir tout ce qui s'y trouve. Ici, il faut justement bien définir ce qui est compris par ce concept-là parce que ce n'est pas nécessairement l'idée de vie privée que plusieurs personnes auraient. Ici, c'est plutôt l'idée en fait, de protection d'informations propriétaire qui serait en fait la compagnie Nestlé, par exemple, ne veut pas nécessairement que tout le monde sache l'entièreté de ses opérations ou comment est-ce que l'information qui transite entre les participants à sa chaîne de production, il ne veut pas nécessairement que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, c'est un peu des secrets de compagnie. Donc, en étant un système qui se veut fermé et donc tout le monde n'y a pas nécessairement accès, atteint un niveau à ce moment-là de ce qu'eux appellent privacy plus élevé. Mais ici, on n'a pas vraiment l'idée, en fait, de privacy des acteurs dans le sens d'Ethereum, où c'est vraiment l'identité qu'on veut cacher, ou garder secret. Troisième point, pour Ethereum, le système de tarification. Donc, système de tarification, il faut bien comprendre que ça prend des gens, comme je disais, la communauté qui vient faire fonctionner ce système-là. Mais ça coûte de l'argent, effectivement, faire fonctionner ce système-là, acheter les ordinateurs, les frais d'électricité qui peuvent être assez importants. Puis je vais y revenir dans un instant. Donc, il faut qu'ils soient payés. Comment ça fonctionne pour être payé? Ethereum fonctionne avec, il y a une sous-monnaie virtuelle à l'intérieur de ce système-là. C'est un peu compliqué, ça s'appelle le gas. Mais c'est le prix qui va être payé aux gens qui vont valider les transactions. Et en fait, de manière très simple, le prix va varier. Cela leur demande un niveau de compétition. Donc, si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de gens qui font des transactions, d'échanges d'informations qui doivent être ajoutées à une chaîne de blocs sur Ethereum, si vous avez une haute demande, mais il y a peu de gens qui, cette journée-là, sont prêts à valider, bien, le prix va augmenter et les gens qui sont prêts à payer plus cher pour que leur transaction soit validée et ajoutée vont potentiellement pouvoir passer en premier. Et l'idée aussi que le prix augmente est une idée, en fait, et ce qui vient encore se lier avec l'idée d'un système qui se veut ouvert, c'est que potentiellement d'autres personnes pourraient voir ça, venir s'ajouter à l'écosystème et augmenter l'offre, dans le fond, de gens qui sont prêts à faire de la validation et qui fera potentiellement en sorte de rebaisser le prix. Donc, l'idée est vraiment que ça fonctionne selon un système d'offre et demande à l'économie 101, où on a un algorithme qui est en place pour le faire fonctionner. À l'inverse, à AWS, c'est un prix fixe pour chaque transaction qui va être ajoutée à la chaîne de blocs. En fait, c'est assez simple, étant donné qu'il n'y a pas d'aspect compétitif, c'est AWS qui offre ses services ses serveurs, ses ordinateurs, ses services de processing, de travail.
et qui offre un prix, et tout dépendamment du nombre que ça va être négocié au moment de la création de la chaîne de blocs, tout dépendamment de votre demande, de vos besoins, le prix va être adapté. Donc, pour faire une comparaison un peu simpliste, mais c'est un peu Uber versus des compagnies de taxi. Uber, donc, le prix au kilomètre va pouvoir varier selon la demande et l'offre de voitures qui est en place. Compagnie de taxi, donc oui, normalement, c'est très normé, il y a le gouvernement qui est en place, mais vous pouvez avoir une compagnie qui dit qui va pouvoir potentiellement adapter ses prix, mais normalement, de manière assez stable, c'est un prix donné pour un kilomètre donné. Système de prise de décision, donc là, je reviens, c'est un moment qui est peut-être un peu technique. C'est comment est-ce que les transactions vont être validées et ajoutées comme telles sur la chaîne de blocs. Historiquement, c'était pour Ethereum ce qu'on appelle la preuve de travail, proof of work. Puis je vais aussi prendre un moment quand même pour parler de la preuve de participation, proof of stake, parce qu'ils ont fait le changement en fait ce mois-ci, un changement quand même assez significatif. Donc je vais quand même prendre un petit moment. Mais premièrement, le proof of work, normalement, comment ça fonctionne? C'est les gens qui joignent la plateforme pour jouer le rôle de mineurs, comme je l'ai mentionné, la communauté qui vient à confirmer les transactions, sont en compétition les uns avec les autres, tentent de résoudre un problème mathématique qui va venir ajouter le bloc comme tel à la chaîne de blocs. Lorsque la première personne le résout, les autres, avec la solution, valident si c'est effectivement la bonne solution. Et lorsque 50% plus 1 des gens qui valident que c'est le bon résultat, la chaîne de blocs est effectivement confirmée et continue de se construire. AWS, là, c'est un peu, je vais revenir sur le proof of stake juste après pour ne pas apporter trop de confusion, là, mais AWS, c'est au choix du créateur de savoir comment est-ce que ça va fonctionner. Ça fonctionne avec ce qu'on appellerait justement plutôt des validateurs plutôt que les mineurs. Ce qui est important de savoir, c'est que ça fonctionne uniquement au sein d'un canal de communication, puis ça se lie avec... donc, un canal de communication, c'est un peu particulier pour les gens qui connaissent l'univers des chaînes de blocs en premier lieu, mais c'est l'idée qu'il peut quasiment avoir des sous-chaînes. Donc, ce n'est pas toutes les parties de la chaîne de blocs qui vont se parler les unes avec les autres. Je reprends encore un peu l'exemple de Nestlé et de Nestlé avec sa chaîne de production, mais justement, le fermier peut potentiellement juste jouer un rôle sur la première partie de la chaîne de blocs qui est son interaction avec le transformateur, où il ajoute son information qui est transférée au transformateur qui va ensuite la confirmer. Puis, lorsque la chaîne de blocs est créée, le créateur, lui, va choisir une politique de votation en disant est-ce qu'il faut que l'ensemble des lecteurs la confirment? Est-ce que la seule personne qui ajoute l'information qui dit que c'est la bonne information, c'est suffisant, puis ça donne sa validité. Hein. Donc, c'est vraiment au choix du créateur de dire comment ça va être validé. Techniquement, il pourrait adopter la même preuve de travail. Généralement, je pense que ça ne sera pas recommandé parce que ça coûte cher en termes il devrait payer sûrement assez cher AWS pour tout le processing, l'effort de travail des ordinateurs qui devrait être requis pour ça. Donc, il y a une tendance, en fait, à pousser plus vers la simplicité puis la simple confirmation par le moins d'acteurs possible. Et donc, qui va aussi être limité au sein de différents canaux. Brièvement, c'est ça sur la preuve de contribution. Donc, c'est ce qu'on a appelé de merge qui est arrivé en septembre dernier. Ils appelaient ça de merge parce que depuis 2020, en fait, Ethereum avait créé une deuxième chaîne de blocs sur le côté qui fonctionnait comme ça. Puis, en fait, ils les ont fusionnés ce mois-ci. L'objectif de ça, en fait, c'est que la preuve de travail demande énormément d'énergie. C'est une des critiques les plus courantes dont on entend parler à l'égard des chaînes de blocs. Étant donné qu'il faut qu'ils résolvent des problèmes mathématiques complexes, lorsque la compétition augmente, les problèmes deviennent de plus en plus complexes et les gens achètent donc des ordinateurs de plus en plus puissants. Et par exemple, pour Ethereum, c'était rendu à utiliser une consommation d'énergie similaire à certains pays, donc pas les États-Unis, mais petits pays dans le monde. Donc, on s'est dit en contexte de crise climatique, c'était extrêmement critiqué. Preuve de contribution, c'est au lieu de résoudre un problème mathématique, c'est les acteurs qui vont valider doivent mettre une contribution, une garantie monétaire. Dans le cas d'Ethereum, c'est 32 Ethereum. Donc, 32 actuellement, je regardais ça, je savais un peu ce matin, c'est autour de 1 000 1 300 US. Donc, c'est à peu près mettre presque 40 000 en garantie. Et lorsque vous mettez ce montant-là en garantie,
vous pouvez devenir un validateur. Lorsque vous êtes un validateur, vous n'êtes pas le seul, il y en a un certain nombre qui est sélectionné. Et lorsque les validateurs opèrent leur fonction correctement et en temps, ils vont avoir un gain. Donc, ils vont recevoir une contribution. Mais par ailleurs, s'il est trouvé qu'ils font des erreurs, volontaires ou non, s'ils ne font pas leur travail à temps, à ce moment-là, ils vont avoir des pénalités et potentiellement perdre leur contribution entière. Donc, l'idée, c'est qu'avec cet incitatif, c'est que les acteurs se comportent bien et on limite ainsi la consommation d'énergie. Et ici, vous avez été sur ce petit descriptif que ça peut limiter de 99% la consommation d'énergie. Très brièvement, il me reste quelques points et peu de temps, mais les critiques qui étaient apportées à ça, je voulais juste quand même le mentionner, c'est deux choses. De un, c'est que le système n'est pas encore nécessairement prouvé. Je disais, Bitcoin existe depuis 2009, la preuve de travail est utilisée depuis longtemps, ce qui fait en sorte que les gens sont quand même au fait de comment ça fonctionne, que ça semble assez stable, sécuritaire. La preuve de contribution, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Certaines avaient essayé, mais donc qui n'a pas été utilisé largement. Donc, il y a une certaine crainte qu'il puisse avoir une faille qu'on n'est pas encore identifiée. Et l'autre chose, c'est que je revenais sur l'idée de décentralisation. Ben, c'est que c'est sûr que quand on fonctionne comme ça, ben, il y a un risque que des gens qui accumulent des contributions significatives, qui deviennent des acteurs qui possèdent le plus d'Ethereum, puissent devenir plus importants que les autres et avoir un certain contrôle sur l'infrastructure. Puis on se retrouve un peu avec le même problème qui était originellement critiqué. Hein. Ici, c'est juste un graphique récent, en fait, de la proportion des acteurs qui ont mis des contributions pour devenir validateurs. Personnellement, je ne les connais pas tous, mais 3 qui sont quand même significatifs à noter, c'est Coinbase, Kraken et Binance, qui sont en fait des plateformes d'achat de monnaie virtuelle. Donc, on voit qu'il y a comme une recréation de ce qu'on pourrait appeler, certains ne seraient peut-être pas d'accord avec moi, là, mais quasiment les banques des monnaies virtuelles qui jouent un peu ce rôle d'intermédiaire, donc qui sont maintenant parmi les plus importants validateurs de cette plateforme. Donc, il y a une forme aussi de récréation de centralisation au sein de ce système. Revenir au précédent point que je voulais parler, donc comment les données sont stockées et sauvegardées. Pour Ethereum, avec cette idée d'ouverture ouverte à tous, chaque participant peut avoir une copie de l'entièreté de la chaîne de blocs, peut être sauvegardé sur votre ordinateur, en ligne, peut même être sauvegardé sur les serveurs d'AWS, par exemple. Autre point, c'est que la taille de bloc, puis ça se lie encore avec la question de centralisation, a été limitée. Je ne me souviens pas exactement c'était quoi le format, mais il y avait des débats en fait pour accélérer, pour en fait faire en sorte qu'il y ait plus de transactions qui soient validées plus rapidement. Ben, au lieu d'en avoir par exemple 1000, ben, on en aurait peut-être 100 000 d'un coup qui seraient tout le temps validés. Mais en faisant ça, en fait, ça faisait aussi en sorte que le processus de validation demanderait plus de puissance d'ordinateur et avait une tendance donc à favoriser les acteurs qui avaient les meilleurs ordinateurs. Et donc, il y a eu des débats là-dessus au sein de la communauté qui ont mené en fait à une décision de garder en fait la chaîne de blocs avec des blocs plus petits. Dans le cas d'AWS, c'est vraiment une discussion un peu presque complètement différente. Parce que le créateur originel va choisir l'espace dont il a besoin sur les serveurs d'AWS. Il n'y a pas de question nécessairement de qu'est-ce que va être le format de chaque bloc. Il n'y a pas ce même problème de compétition qui se pose, encore une fois, étant donné que tout va rouler sur les serveurs d'AWS. Et l'autre point, donc je parlais rapidement tantôt des sous-canaux, mais c'est que toute l'information de la chaîne de blocs n'est pas sauvegardée nécessairement sur tous les ordinateurs de tous les participants. Certains peuvent uniquement avoir accès à une partie de la chaîne de blocs, donc ce qu'on appelle un canal dans le langage AWS. Et donc, par exemple, je reviens sur l'exemple du fermier, il ne va peut-être pas avoir accès à l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement de Nestlé hein, s'il contribue à cette chaîne de blocs. Finalement, dernier critère, compatibilité. Ethereum se veut pleinement compatible. Je viens brièvement de mentionner le fait que ça peut même rouler sur AWS. Tantôt, je présentais le document comparatif, le document promotionnel d'AWS, mais justement, il comparait avec AWS parce qu'ils offrent même la possibilité de faire fonctionner le système Ethereum sur leur plateforme. À l'inverse, si vous ouvrez une chaîne de blocs qui est vraiment intégrée au service de AWS, ben, vous n'allez pas pouvoir la prendre et la déplacer dans un autre écosystème, la faire fonctionner sur vos ordinateurs à vous, comme vous le voulez. La compatibilité est limitée, ce qui vient fermer l'écosystème
et vient contrôler un peu aussi, vient sceller un peu le contrôle que AWS a sur la potentielle utilisation de ces chaînes de blocs-là par les participants. Donc, c'était les 6 critères. C'est la seule chose que je montre. C'est un article qu'on a publié avec mon collègue qui vient un peu résumer ces éléments-là. La seule chose que je veux mentionner avec ce tableau-là, c'est que je les ai présentés de manière séparée, mais ce qui est important de comprendre, c'est justement que les différents objectifs politiques que j'ai essayé d'illustrer ou de mettre de l'avant, ben, ils viennent se combiner pour chacun de ces critères. Donc, le fait qu'Ethereum se veut une plateforme ouverte à tous, c'est ce qui fait en sorte que c'est permissionless, donc que c'est public, qu'ils veulent utiliser un pseudonyme pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y joindre tout en gardant une forme de protection de leur identité. Le dynamic pricing, comme je disais, c'est eux, de leur point de vue, une forme pour attirer davantage de potentiels mineurs, que l'écosystème reste ouvert. Je continue quand même de souligner que ça, c'est leur objectif originel. S'ils l'atteignent, c'est à débattre, là, parce qu'il y a encore une fois des barrières à l'entrée pour qui peut vraiment joindre l'écosystème. Même comme je parlais pour le proof of stake, preuve de contribution, ben, il y a une forme de centralisation qui se crée. Ce n'est pas tout le monde qui a 32 Ethereum à mettre pour devenir validateur. Faut dire, je regarde le temps pour ne pas me perdre dans les parallèles, mais dans les parenthèses, il faut dire qu'il y a une possibilité de se joindre. Donc, par exemple, si je n'ai pas 32 Ethereum, je pourrais me mettre en commun avec d'autres pour avoir 32, mais ça pose d'autres questions. Puis à l'inverse, ben, AWS, ça part aussi de son idée, on peut avoir une chaîne privée, ben, on ferme l'écosystème, il faut identifier les utilisateurs, etc., etc. Très brièvement, pour terminer et respecter mon 43 minutes, je vais juste souligner que ce dont je viens de vous parler, en fait, j'ai donné l'exemple avec Nestlé un peu tout au long de ma présentation, mais c'est des questions, là, on parle de monnaie centrale virtuelle. Tout ça, c'est des questions que les banques centrales vont devoir se poser lorsqu'ils vont vouloir créer leur chaîne de blocs. Puis j'estime, en tout cas, à peu près sûr qu'ils ne voudront pas nécessairement utiliser une chaîne de blocs publique comme Ethereum. Ils vont devoir justement adapter de par leurs objectifs ce produit-là. Et donc, le graphique, c'est simplement pour montrer, c'est important de suivre cette question-là parce que tous les pays sont relativement avancés dans la... Donc, ça, c'est une carte qui marque où chaque pays est rendu dans le développement de la chaîne de blocs, de leur monnaie centrale virtuelle. Donc, c'est un point important à suivre. Et justement, en conclusion, c'est vraiment l'idée que ces technologies-là, au final, c'est pas toutes les mêmes chaînes de blocs, c'est pas toutes les mêmes technologies, au fond. Donc, premièrement, ce que j'ai essayé un peu de vous montrer, c'est que les technologies ne sont pas des objets neutres. Et tout dépendamment comment elles sont construites, elles mettent de l'avant certaines valeurs d'ouverture ou de fermeture pour différentes raisons. Il ne faut pas juste comprendre ouverture ou fermeture. Un est bon, l'autre est négatif. Elles peuvent toutefois être réappropriées, mais ça prend beaucoup de ressources. Ce n'est pas tous les acteurs comme AWS qui peut transformer la technologie d'Ethereum aussi facilement. Et finalement, pour respecter vraiment mon 43 minutes, c'est ce que je voulais souligner il y a un instant, mais c'est les chaînes de blocs commerciales sont en fait des technologies qui sont vraiment différentes des chaînes de blocs originelles. Puis il faut vraiment le souligner puis le comprendre quand on a ce transfert-là, en fait, qui se passe vers ce nouveau écosystème. Merci à tous pour votre écoute et j'attends vos questions avec impatience.